Et si le problème, ce n'était pas que les hommes aient mal changé, mais qu'on leur demande d'être autre chose que ce pourquoi ils ont été façonnés. Aujourd'hui, on va parler d'un livre dérangeant, controversé, et pourtant fondamental pour comprendre la crise masculine moderne. Ce livre, c'est The Way of Men, écrit par Jack Donovan. C'est un essai qui ne parle presque pas d'amour, presque pas de couple et presque pas de femme. Et pourtant, il dit énormément de choses sur nos relations modernes. Bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Jack Donovan pose une idée simple mais explosive. La masculinité n'est pas une morale. Ce n'est pas un idéal humaniste. Ce n'est pas ce que les femmes attendent des hommes. Pour lui, la masculinité est fonctionnelle avant d'être éthique. Historiquement, les hommes ne se sont pas définis comme étant gentils, sensibles, respectueux ou vertueux au sens moral du terme. Ils se sont définis comme utiles dans un contexte de danger. Et ce contexte, Donovan l'appelle le gang. C'est une idée qui heurte de plein fouet notre vision contemporaine, où l'on attend des hommes qu'ils soient avant tout de bonnes personnes, selon des critères souvent détachés de toute fonction de survie. Donovan nous invite à remonter le temps, bien avant la société de confort que nous connaissons, pour comprendre la racine de ce qui constitue, selon lui, l'essence de l'identité masculine. Il soutient que cette essence n'est pas une construction sociale récente, mais un héritage ancestral lié à la protection et à la compétition. Et à cette perspective, qu'on l'aime ou non, force à reconsidérer pourquoi tant d'hommes aujourd'hui se sentent perdus, déconnectés des attentes qu'on place en eux, et pourquoi le dialogue avec les femmes semble parfois si compliqué. Selon The Way of Men, l'homme n'existe pas seul. Il existe parmi les hommes, face aux autres hommes, et il est jugé par les autres hommes. Avant le couple, avant la famille, avant même la société, au sens large, il y a ce petit groupe d'hommes obligés de coopérer pour survivre, pour chasser, pour défendre un territoire, pour faire face à d'autres groupes. C'est là, dans cette fraternité de survie, que se forge la masculinité. Et le point clé, c'est que la reconnaissance masculine précède historiquement la reconnaissance féminine. Autrement dit, les femmes désirent souvent les hommes qui ont déjà été validés par d'autres hommes, et non l'inverse. C'est un point qui éclaire énormément de tensions modernes. Pensez-y, dans beaucoup de cultures et à travers l'histoire, le statut d'un homme au sein de son groupe de pairs déterminait son accès aux ressources, et donc son attractivité. Ce n'est pas l'homme isolé qui est désirable, mais celui qui a prouvé sa valeur, sa fiabilité, sa compétence au sein de sa tribu. Aujourd'hui, même si les enjeux ne sont plus la chasse aux mammouths, ce mécanisme subsiste. La validation par les pairs, que ce soit dans le sport, le business ou n'importe quel domaine compétitif, continue de jouer un rôle crucial dans la construction de l'estime masculine et, par ricochet, dans la dynamique de la séduction. Ignorer cette dimension, c'est passer à côté d'un moteur fondamental du comportement masculin. Pour illustrer cette idée de groupe face au danger, Donovan introduit une métaphore centrale. Le périmètre. Le périmètre, c'est la frontière entre nous et eux, entre la sécurité et la menace, entre la civilisation et le chaos. Et historiquement, ce sont les hommes qui gardent ce périmètre. Pas par idéologie, mais par biologie, par rôle, par nécessité. Le problème, c'est que lorsque ce périmètre disparaît, quand il n'y a plus de danger clair, plus de menaces visibles comme dans nos sociétés pacifiées, les hommes continuent pourtant d'être jugés selon ces anciens critères de protecteurs. Le résultat, c'est un sentiment d'inutilité, une colère diffuse, des comportements excessifs ou autodestructeurs, ou encore une radicalisation idéologique. Ce n'est pas une toxicité spontanée qui apparaîtrait de nulle part. C'est une énergie qui n'a plus de fonction claire. L'agressivité, la prise de risque, la volonté de protéger, toutes ces pulsions qui étaient vitales pour garder le périmètre se retrouvent sans exutoire concret. Elles peuvent alors se retourner contre l'homme lui-même ou se manifester de manière désordonnée et destructrice, car l'instinct de gardien est toujours là, mais la muraille à défendre est devenue invisible. Alors, sur quoi se basaient les hommes pour s'évaluer entre eux ? Jack Donovan identifie 4 vertus tactiques, qu'il juge universelles car elles sont utiles à la survie du groupe. La première, c'est la force. Pas seulement la force musculaire, mais la capacité à exercer sa volonté sur le monde, à faire bouger les choses.
Un homme faible n'est pas immoral, mais il est moins fiable en situation critique. La deuxième, c'est le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Ce n'est pas juste parler, c'est accepter le risque, le conflit, la perte possible. Un homme courageux est un homme que l'on peut suivre quand tout va mal. La troisième vertu est la maîtrise, c'est la compétence, le savoir-faire. L'idée de carry your own weight, de porter son propre poids, est fondamentale. C'est une clé énorme pour comprendre pourquoi l'incompétence masculine est si violemment méprisée par les autres hommes, et pourquoi la dépendance prolongée détruit l'estime de soi masculine. Enfin, la quatrième vertu, c'est l'honneur. L'honneur, ce n'est pas la morale universelle des philosophes, c'est la loyauté au groupe, la réputation, la fiabilité, c'est la parole donnée à ses frères d'armes. Un homme d'honneur est un homme sur qui on peut compter, dont la parole a de la valeur. Ces quatre vertus, force, courage, maîtrise et honneur, ne sont pas des qualités morales au sens où on l'entend aujourd'hui. Elles sont pragmatiques, elles répondent à une question simple: es-tu utile et fiable quand ça compte vraiment? Et c'est là qu'on arrive à la distinction la plus importante du livre, celle qui peut-être cause le plus de malentendus dans les couples aujourd'hui. Donovan différencie être un bonhomme et être bon à être un homme. Être un bonhomme, dans notre langage moderne, c'est souvent être moral, doux, bien intentionné, à l'écoute. C'est suivre les règles de la société civile. Mais être bon à être un homme, selon Donovan, c'est posséder les vertus tactiques dont on vient de parler. Force, courage, maîtrise, honneur. Un homme peut être un bonhomme exemplaire, mais ne pas être respecté par les autres hommes, car il est perçu comme faible ou incompétent en cas de crise. Et inversement, un homme peut être un parfait salaud sur le plan moral, mais être admiré par d'autres hommes pour son courage ou sa force. Cette confusion est au cœur de beaucoup de souffrances relationnelles. On voit des hommes qui font tout bien, selon les standards modernes, mais se sentent invisibles et méprisés. Et on voit des femmes qui ne comprennent pas ce malaise, car elles attendent un bonhomme, mais peuvent être instinctivement attirées par des traits liés au fait d'être bon à être un homme. Les couples parlent, mais ne se comprennent pas, car ils n'utilisent pas le même dictionnaire de valeurs. Ceci étant dit, il est très important de garder un esprit critique. The Way of Man n'est pas une vérité absolue, et il a ses limites. D'abord, sa vision de la masculinité est très guerrière, très centrée sur le conflit et la survie. Elle laisse peu de place pour les masculinités non conflictuelles, pour les artistes, les intellectuels, les soignants qui contribuent au groupe d'une autre manière. Ensuite, le livre tend à naturaliser fortement les rôles, ce qui peut vite glisser vers un essentialisme rigide, où l'homme est fait pour la guerre et la femme pour autre chose. Enfin, il y a un silence presque total sur la réciprocité relationnelle, sur l'amour, sur l'intimité. Donovan décrit l'homme dans le gang, mais très peu l'homme dans le couple. Ce livre explique, mais il ne résout pas. Il décrit une racine, une sorte de système d'exploitation de la psyché masculine. À nous de décider quelles applications on veut installer dessus. Il faut le lire non pas comme un guide, mais comme un diagnostic. Alors pourquoi ce livre, malgré ses aspects provocateurs, compte-t-il autant pour comprendre nos relations modernes? Parce que The Way of Man n'est pas un manuel de vie, c'est un scanner. Il montre ce qui continue de vibrer sous la surface de nos interactions civilisées. Il donne des clés pour décoder les tensions hommes-femmes, les frustrations masculines inexplicables et les innombrables malentendus relationnels qui naissent d'attentes contradictoires. Pour l'Odyssée relationnelle, ce livre est une étape du voyage, pas la destination finale. Le but n'est pas d'être d'accord avec Jack Donovan, mais d'utiliser sa pensée comme un outil. Comprendre la masculinité sans la moraliser, pour ensuite pouvoir la transformer sans la nier. C'est en regardant ces aspects bruts, parfois inconfortables, que l'on peut commencer à construire des relations plus authentiques et plus solides. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a dérangé, ou si elle t'a mis mal à l'aise, c'est probablement qu'elle touche quelque chose de réel. Abonne-toi à l'Odyssée relationnelle pour continuer à explorer ces questions complexes. Et dis-moi en commentaire, peut-on vraiment réinventer la masculinité sans comprendre ce qu'elle a été à son origine? J'ai hâte de lire vos avis. À très vite.